Ah, vous êtes là? Comment allez-vous? Wow! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce un simple problème d'électronique ou un poltergeist a provoqué ce qui vient de se passer? Ah oui, on est là pour se faire peur. Ah oui, oui, oui. Les amis, aujourd'hui, je ne vais pas vous lire un thread Twitter ou Reddit ou quoi que ce soit, mais je vais vous parler de mes 3 histoires d'horreur préférées, dont l'une qui est celle qui m'a fait mettre un pas dans le paranormal et qui m'a fait adorer ça et surtout adorer les films d'horreur. C'est vraiment grâce à cette histoire-là. Voilà, je vais devoir un peu synthétiser tout ça, puis je vous mettrai des sources dans la description si on a qui veulent lire avec précision certains trucs. Je trouve ça passionnant. On commence avec l'exorcisme de Michel Hanlise. Ouais, peut-être je vais me reconvertir dans la voix off, ouais. Il s'agit du cas de possession démoniaque le plus connu de l'histoire et l'un des plus documentés. Il y a même eu 2 films dessus tellement cette histoire est connue. C'est celle-ci qui m'a fait plonger dans le paranormal. Je vais vous la conter avec un plaisir démesuré. Hanlise Michel est une jeune Allemande née le 21 septembre 1952 à Lidfling en Bavière. Je ne parlerai plus allemand, désolé. Elle fait partie d'une famille catholique très croyante et elle va jusqu'à faire pénitence pour faire pardonner les péchés des autres en plus des siens. Elle est vraiment impliquée dans le péché game, vraiment. Tout se passe bien jusqu'à ses 16 ans, donc jusqu'en 68 où là elle commence à avoir des crises de convulsions. Elle est alors diagnostiquée épileptique par les médecins, mais ça ne va pas s'arrêter là. Son état continue de se détériorer, les crises sont de plus en plus nombreuses et il pense du coup qu'il y a un problème psychologique derrière ça, alors il l'envoie dans un hôpital psychiatrique pendant 1 année. Ça ne s'améliore pas, c'est même pire qu'avant. En plus de ça, elle tombe en dépression, donc c'est vraiment la totale pour la pauvre Hanlise Michel, qui va alors commencer à parler de possession démoniaque. Elle va commencer à être persuadée qu'elle est possédée par des démons, à tel point qu'elle va se mettre à rejeter les symboles catholiques comme les crucifixes, la Bible, tout ça. Elle va se mettre à chier là-dessus vraiment, comme si elle en voulait à l'église de ne rien faire pour elle, alors qu'elle est convaincue qu'elle est possédée. Elle le crie sur tous les toits. Sa situation va ensuite s'arranger, elle va sortir de l'hôpital, elle va reprendre le chemin de la foi, elle va se remettre à prier, à croire, mais elle surveille ses arrières. Elle garde quand même une petite fiole d'eau bénite, hein, tu vois, dans la poche arrière, au cas où il y a un démon, bam, dans la gueule. À partir de là, la pauvre, c'est une descente aux enfers. Oh, à proprement parler, puisqu'on parle de démons et tout. Hanlise va se remettre à parler de possession démoniaque, même plus que ça, elle va commencer à dire qu'elle voit des visages démoniaques. Elle va se mettre aussi à entendre des voix d'entités diaboliques. Elle est convaincue que ces médicaments n'arrangent rien, elle en prend pour traiter ses problèmes d'épilepsie, pour traiter sa dépression, pour traiter même la schizophrénie, je crois. Enfin bref, les médecins, ils s'acharnent un peu sur elle, donc du coup, elle va arrêter d'un coup de prendre tous ces médicaments. Et c'est une très mauvaise idée. Pendant toutes ces années, l'église refuse de pratiquer un exorcisme sur Hanlise. Étant donné qu'elle est persuadée d'être possédée, c'est un effet très destructeur pour elle, mais en 75 un curé va porter l'affaire devant l'église et va les convaincre de pratiquer des exorcismes. Au cours des exorcismes, les prêtres diagnostiquent qu'il y aurait plusieurs entités qui sont rentrées dans le corps de Hanlise, entre autres Néron, Lucifer et Hitler. Le comportement d'Hanlise est de pire en pire, elle hurle, elle mord les prêtres, elle se met même à manger des insectes, elle va commencer à se mutiler aussi. Bref, tous les signes que l'église considère comme des signes de possession démoniaque, elle les a. Et surtout, il y a un enregistrement audio qui a été fait lors d'un exorcisme, et là on entend la voix de Hanlise, et qu'elle soit possédée ou pas, on s'en fout. C'est assez troublant parce qu'on entend quand même une personne en détresse. Je vous mets un très court extrait qui vous fera bader, mais pas trop non plus. Mais c'est vous dire à quel point c'est sérieux en fait ce qui s'est passé avec cette personne. C'est pas une légende. Le 1er juillet 76, Hanlise décède, elle meurt à l'âge de 25 ans après des années de souffrance, et cette histoire a fait d'elle le cas de possession démoniaque le plus connu de l'histoire. Ça c'est l'histoire comme les gens aiment la raconter, sauf qu'il y a un décor qui est beaucoup plus glauque après ça, c'est-à-dire qu'il y a eu un procès qui a commencé en mars 78 et qui a accusé en fait les prêtres qui ont pratiqué les exorcismes et les parents d'Hanlise de négligence, entraînant la mort d'une personne. Le procès était assez dingue et emblématique parce que ça opposait l'église qui parlait de faits surnaturels comme de possession démoniaque à la science, les médecins, qui expliquaient que le comportement d'Hanlise était lié à tous les médicaments qu'elle prenait et leurs effets secondaires, et aussi à l'arrêt brutal de cela, c'est-à-dire que c'est des traitements lourds et quand t'arrêtes en plein milieu, ça met ton cerveau un peu en bordel. Résultat du procès, les parents d'Hanlise et les prêtres furent condamnés à 6 mois de prison avec sursis. Pourquoi? Parce qu'en fait, s'il y avait eu non-lieu, ça donnait raison aux prêtres d'avoir eu ces pratiques-là sur Hanlise, et ça aurait surtout montré que la justice voit la possession démoniaque comme une réalité et non plus comme un mythe ou quelque chose de paranormal, mais on n'a pas de preuve que ça existe vraiment. Voilà, c'est assez ouf comme histoire, ça opposait vraiment le paranormal et la science, et ce qui est horrible, c'est
que les symptômes d'une possession démoniaque, si ça existe, sont vraiment très proches, voire exactement les mêmes que les effets secondaires de certains médicaments que tu prends quand t'as un traitement lourd contre certains problèmes psychologiques, entre autres. Donc du coup, ce procès était compliqué et ça rend l'histoire assez folle. Et en tout cas, Agnès Michel, paix à son âme, et c'est horrible ce qu'elle a vécu. Et voilà, que ce soit une possession démoniaque ou juste un problème psychologique, c'est affreux. Bon, maintenant que vous allez pas dormir, bah autant que je continue, que je vous raconte une deuxième histoire. Je suis le père Castor de ma génération. L'histoire de Robert la poupée. Oh là là, cette voix. Robert the Doll, une histoire qui m'a marqué de ouf parce que c'est l'une des rares histoires qui contient une poupée hantée. Bah je crois que c'est la seule en fait avec Annabelle. Et surtout cette putain de poupée, elle a une gueule un peu atypique. On a souvent parlé de poupée dans les vidéos, mais regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui a designé ce truc? En 1906, Robert Eugène Otto est un jeune enfant qui vit en Floride et qui se voit offrir une poupée. Il est encore enfant à ce moment-là. Quand il reçoit la poupée, elle fait carrément sa taille. Et c'est la servante de la famille, de la maison, originaire des Bahamas, qui lui a offert cette poupée. Et elle est vue comme une personne qui pratique un peu la magie noire et le vaudou. La théorie, c'est qu'elle a offert cette poupée au fils de la famille pour se venger du calvaire qu'elle vivait à cause d'eux. Alors, Robert trouvait que la poupée lui ressemblait, donc il lui a donné son nom, au calme. La poupée s'appelle donc Robert et lui se faisait appeler par sa famille par son deuxième prénom, Eugène. Pour moi, c'est un gros début de schizophrénie, mais ainsi soit-il. Il va rapidement y avoir un problème avec cette poupée et cet enfant, puisque les parents, ils entendent Eugène parler à Robert dans sa chambre. Mais ils entendent deux voix différentes, c'est ça qui est glauque. Alors, les enfants ont souvent des amis imaginaires, ou en tout cas, ils en créent, donc ils se disent que leur fils interprète tout simplement la voix de sa poupée Robert, ainsi que la sienne, et il converse à sa poupée, sauf qu'en fait, c'est lui qui fait les questions et les réponses. Quelques années plus tard, les parents vont changer d'avis, parce que là, il va plus être question de simples petites conversations entre les deux. Ils entendent la poupée crier sur Eugène et lui donner des ordres. Au calme, Robert, il prend un melon, mon pote, t'as jamais vu ça. Les parents ont même dit que quand ils sont entrés dans la chambre, ils voyaient Eugène dans un coin de la pièce en PLS et Robert posé sur une chaise. Au calme. Eh, t'es une poupée, tu redescends, mon pote, ok? Souvent, quand les parents rentraient chez eux après être allés en vacances ou au cinéma, ils retrouvaient des trucs cassés dans la maison et le pauvre Eugène, il avait rien fait. Du coup, il répondait Robert did it, c'est-à-dire c'est Robert qui a fait ça. Cette phrase aujourd'hui, elle est commune un peu dans les familles en Floride. Quand un gamin a fait une bêtise, il dit Robert did it, tellement. C'est vous dire à quel point l'histoire de Robert the Doll est connue là-bas. Le temps passe, les années passent, les parents d'Eugène décèdent. C'est triste, mais c'est la vie, c'est comme ça que ça se passe. Eugène se retrouve alors à vivre dans la maison de ses parents sans ses parents. Bon, c'est un adulte maintenant, hein. Il a 30 ans, enfin tu vois, voilà. Il se retrouve donc avec une chambre en trop. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une poupée en trop et une chambre en trop? Et ben on unit les deux. Voilà pour que la poupée ait sa petite chambre à elle. Eugène, tu fais quoi là? Eugène va ensuite étudier l'art à Paris, puis il revient vivre dans cette fameuse maison des années plus tard avec son épouse, Anne. Eugène, il continue de parler à Robert la poupée. Anne, elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça dure, ça dure, ça dure. Et un jour, elle fait, j'en ai marre! Elle négocie, Robert, ça dégage, ça va au grenier. Voilà. Et là, c'est très glauque puisque les voisins vont se mettre à aller voir Eugène en lui disant, mec, il y a un truc dans ton grenier qui bouge. Robert la poupée se met aux fenêtres du grenier, puis bouge, passe d'une fenêtre à l'autre calmement. Ah ok. Mais Eugène refuse de jeter Robert à la poubelle. Anne, ça va la rendre folle. Quelques années plus tard, Anne décède, paix à son âme, et il y a plein de voisins qui pensent que Robert did it. On arrive en 74, Eugène décède, la maison est vendue, une famille vient emménager là, et il y a toujours Robert au grenier. Bah oui, c'est soit son foyer à lui. Et c'est ouf parce que la famille a constaté que leur petite fille de 10 ans se mettait à développer une relation imaginaire avec cette poupée, avec Robert. Et on peut voir Robert dans une cloche en verre, dans un fort, qui est devenu je crois un musée des horreurs, ou je sais plus trop quoi, mais bref. Et en fait quand on passe devant, il faut lui demander la permission de prendre une photo. Et apparemment il aurait hanté quelques visiteurs du truc. Quoi qu'il en soit, c'est génial l'histoire avec les poupées. Enfin c'est génial à lire, à vivre, c'est un peu moins génial apparemment. Cette histoire-là m'avait aussi énormément fait kiffer, et puis surtout la gueule atypique de la poupée quoi, mec, c'est fou. Bon, n'est-il pas temps de passer à la troisième histoire? The Enfield Poltergeist. Eh, pas dégueu celui-là. Alors déjà, qu'est-ce qu'un poltergeist? Ça vient du coup de l'allemand poltergeist, c'est le dérivé de poltern, qui veut dire faire du bruit, et geist, qui veut dire esprit. Il s'agit donc d'un phénomène paranormal consistant en des bruits divers, des déplacements, apparitions ou disparitions d'objets ou autres phénomènes a priori inexplicables. Oui, j'étais sur Wikipédia. On bat les couilles. Nous sommes en 1977 à Enfield, une ville d'Angleterre. Peggy Hudson vit dans une petite maison avec ses 4 enfants, et elle va être témoin de phénomènes paranormaux. Ça va partir en couille, et j'adore cette histoire, déjà parce qu'elle a inspiré mon film d'horreur préféré, Conjuring 2, et surtout parce que c'est le cas d'apparition de phénomènes paranormaux le plus documenté de l'histoire du poltergeist. En vrai, il y aurait matière à faire une vidéo juste sur cette histoire-là, mais vu qu'elle est extrêmement connue et que d'autres l'ont déjà fait, je vais pas vous faire ça. Je vais juste vous dire les grands traits de l'histoire, et pour les curieux, vous irez voir en détail, mais c'est hyper intéressant. Peggy Hudson vit dans une petite maison à Enfield, comme je viens de vous le dire, et elle élève ses 4 enfants là-bas. Margaret, 13 ans, Janet, 11 ans, Johnny, 10 ans, et Billy, 7 ans. Nous sommes le 31 août aux alentours de 21 h, donc c'est pas très tard en plus, et Peggy est posée dans sa chambre en train de dormir lorsqu'elle entend un crissement qui vient
regarde la chambre des enfants. Elle rejoint la chambre en courant, les deux enfants sont réveillés, relevés dans leur lit et ils disent putain maman on a peur. Il faut savoir que la veille, ses enfants lui avaient dit ah maman au secours, Nolly bouge tout seul, au secours Nolly bouge tout seul. Cette fois-ci c'était la chaise qui apparemment bougeait toute seule. Peggy calme les enfants, elle regagne sa chambre et elle entend un petit glissement bizarre. Elle retourne dans la chambre et là il y a 4 tocs qui proviennent des murs de la maison comme du cœur de la maison. Et là la commode, donc une commode c'est très lourd, qui est située contre un mur, se met à se décoller du mur et à bouger. Comme s'il y avait une entité qui l'a poussé vraiment avec une force démesurée. Ce qui fait un peu flipper quand même. Donc sur le coup Peggy, elle a pas d'explication rationnelle à ce qui vient de se passer. Elle prend une sage décision, c'est venez tous, on dort tous dans le salon ensemble. C'est la meilleure idée. Peggy va alors aller chercher de l'aide auprès de ses voisins en les suppliant de venir dans sa maison pour inspecter avec elle parce qu'il s'est passé un truc pas très normal quand même. Alors ils vont commencer à se balader dans la maison et il y a ces fameux toc-toc qui vont continuer d'apparaître. Mais ils apparaissent toujours autour de là où Peggy et ses voisins se trouvent dans la maison. C'est comme si quelqu'un était enfermé dans les parois de la maison et toquait à l'endroit où ils sont en se déplaçant en même temps qu'eux pour leur faire peur. Aux alentours de 23h, ils ont toujours pas d'explication logique. Donc Peggy elle se dit bon bah ça se trouve c'est vraiment quelqu'un qui est venu dans la maison. Donc dans le doute je vais appeler la police pour qu'ils enquêtent. La police se ramène, ils rentrent dans la maison, tout est très calme. D'un coup ils réentendent les fameux toc-toc et là l'un des fauteuils du salon se met à glisser d'environ 1 mètre sur le sol. Les policiers, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Si c'est un truc paranormal, c'est un truc paranormal, les flics ils peuvent rien faire, c'est pas eux qu'il faut appeler. Qui faut appeler? Peggy contacte la presse et il y a un gars de la presse qui est sensible à ça, il s'appelle George Fallows et il va sur les lieux, il entend les fameux coups et il décide de contacter un organisme pour gérer l'affaire. Ça fait la une de plusieurs journaux, tout le monde parle de ça, souvent il y a des journalistes et des enquêteurs devant la maison, bref du coup la famille vient en enfer, ils sont fatigués, ils ont du mal à dormir et en plus il y a ça. À partir de là les manifestations surnaturelles se multiplient et elles semblent être centrées autour de Janet. Par exemple c'est Janet qui se réveille en pleine nuit avec une sensation de suffoquer comme si quelqu'un lui avait pincé le nez et mis une main sur la bouche. C'est vers Janet que les objets volent, bref ça a l'air vraiment d'être autour d'elle. Maurice Gross qui fait partie du fameux institut qui enquête sur le paranormal est régulièrement chez la famille de Peggy pour être témoin des phénomènes et voir ce qu'il peut faire. Comme je vous ai dit c'est souvent autour de Janet que ça se passe et une nuit Janet se réveille en hurlant, elle bouge dans tous les sens, elle est excitée. Maurice essaie de la calmer mais il se fait mordre. Ça finit par une petite injection d'un produit pour la calmer et au final elle est diagnostiquée schizophrène. Ça fait un peu penser justement au cas de Annelise, c'est ça qui est horrible. À partir de là il y a plein de photos de Janet qui vont être prises, Janet qui vole contre la radio, la célèbre photo de Janet qui lévite au-dessus de son lit, même si on dirait qu'elle saute hein, clairement. Et alors du coup voilà c'est ça qui est horrible, c'est est-ce que tout ça est un gros fake organisé par la famille ou est-ce que c'est réel? Les enquêteurs s'enchaînent, les médiums s'enchaînent, il y a un nombre de gens qui passent dans cette maison pour voir ça et pour essayer d'arranger la situation, c'est incalculable. L'histoire prend fin en 78, genre il y a tellement de trucs paranormaux dans la maison qu'ils sont habitués. Genre Janet quand elle se couche, elle est projetée hors du lit, elle se met à voler, c'est normal, ça devient normal. Il y a alors une décision qui est prise, c'est qu'elle aille en hôpital psychiatrique et elle va dans le meilleur hôpital psychiatrique du monde. Elle va y rester 3 mois avant de rentrer chez elle et à partir de là tout se calme, même s'il y a encore des fois des témoignages d'apparition de la part des enfants de Peggy. Ils disent avoir vu un vieux monsieur ou un enfant. Et voilà, fin de l'histoire. Janet est toujours en vie et elle a témoigné plein de fois de tout ça, de son enfance un peu mouvementée. Et alors, la question est, gros problème psychologique ou vrai poltergeist? Comme pour Annelise. C'est ça qui est fou avec ces histoires, j'adore. Les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo si c'est le cas. Et j'espère que vous allez pas vous mettre à voler au-dessus de votre lit cette nuit, qu'il y aura pas de poltergeist, qu'il y aura pas des toc-toc qui viennent des murs, tout ça. Qu'il y aura pas Robert the Doll sous le lit qui met des petits coups comme ça entre deux lattes pour vous empêcher de dormir. Voilà, je voulais trop parler de ces 3 histoires parce qu'elles sont fascinantes et elles sont extrêmement documentées. Enfin, en tout cas, c'est les 2 cas de possession démoniaque de poltergeist qui sont les plus connus et pas pour rien quoi. Celui-là, là, celui de Janet, le nombre de photos, de témoignages, c'est incroyable. Je vous fais plein de bisous. J'espère que ces petits trucs où on parle d'histoires d'horreur vous font kiffer. Moi, j'adore. Putain, je kiffe tellement. Je suis vraiment content d'avoir pu vous raconter ces 3 histoires-là qui, moi, m'ont fasciné. C'est vraiment grâce à ça que j'ai aimé le paranormal et que je me suis mis à m'y intéressé, même si j'y crois pas en fait. J'ai jamais volé au-dessus de mon lit comme Jeannette, tu vois, je peux pas y croire du coup. Mais bon, ceux qui y croient, je respecte. En attendant, je vous fais des gros bisous. Bonne nuit.